Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans en s'endormant. Tout le monde dit que ça n'est pas bon pour les enfants, mais qu'en pense vraiment notre famille? Tout écran, eh bien on voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, voyage avec vous dans l'univers coloré d'un illustrateur belge, son nom Brecht Evans. Absolument, sa nouvelle BD vient de sortir, ça s'appelle Le Roi Méduse et je ne vais pas mâcher mes mots, c'est un chef-d'œuvre et je vous le prouve tout à l'heure. On voit ça dans un instant. Et puis, la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Après 6 mois, la tête de l'éducation nationale soulève des interrogations, alors que le président souhaite placer l'éducation au cœur de son pacte national. Notre invité juge que cette transition suggère une réflexion sur la capacité du Premier ministre à élever son action au niveau interministériel. On va en parler justement avec lui. Il s'appelle Guillaume Prévost. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes le délégué général de Verléo. On en parle dans un instant, juste après le focus. Les écrans avant de dormir, c'est bien tentant, mais pour la famille tout écran, c'est non. Et c'est sur cette magnifique poésie d'une des plus grands auteurs qu'on va regarder ça de plus près avec un nouvel épisode du Clémy. T'as pas l'air en forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Oh, on va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil. Et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut, faites pas de bruit. De l'éducation à Matignon, est-ce l'opportunité d'une vraie politique éducative en France? C'est le titre de la tribune qu'a récemment publié notre invité. On en parle tout de suite avec lui dans la première partie du talk. Et donc son auteur est Guillaume Prévost, délégué général de Vers le Haut. Juste pour rappeler, Vers le Haut, c'est une association, loi 1901, reconnue comme organisme d'intérêt général à caractère scientifique. On peut présenter ça comme un think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Hein. Exactement. Et puis surtout, moi je dirais le think tank des éducateurs, parce que derrière Vers le Haut, il y a plus de 200 associations, acteurs éducatifs engagés pour apporter des réponses concrètes aux besoins des jeunes et des familles. Les besoins des jeunes et des familles, vous en avez fait effectivement votre dernière tribune, la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'éducation en France, Guillaume ? Alors d'abord, il faut se féliciter de voir des jeunes, un jeune ministre, un jeune Premier ministre, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, probablement toute l'histoire de France. Il y a quelque chose d'abord de très encourageant à ça. Ensuite, comme l'a souligné François Hollande ce matin, jeune ne veut pas dire jeune politique, voilà, c'est pas un bien en soi, mais c'est quand même un signe tangible de la volonté de la France de se tourner vers ces jeunes et à travers de Gabriel Attal de montrer notre capacité à donner plus de responsabilités aux jeunes talents dans notre pays. De ce point de vue-là, incontestablement, Gabriel Attal constitue un talent que peu contestent. Maintenant, le vrai sujet, c'est au-delà de sa capacité à incarner le verbe, à aller au débat. On l'a vu depuis le début de sa carrière politique. Au moment des Gilets jaunes, il était seul sur les plateaux de télévision, alors que les grands poids lourds de la majorité étaient singulièrement absents. Donc il faut reconnaître cette énergie, cette capacité de Gabriel Attal à aller à la rencontre des besoins des Français. Maintenant, il est Premier ministre. Donc, est-il en mesure, saura-t-il concrètement incarner une politique pour aller au-delà du verbe, justement, c'est toute la question. Nouvelle dimension pour l'éducation. Effectivement, on va voir ça au cours des prochaines semaines. Comment vous évaluez l'une de ses dernières déclarations, Guillaume? Il affirme qu'il emmène avec lui la cause de l'école, après avoir passé à peu près 6 mois au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il entend hisser son action au niveau interministériel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Alors je reviens, du point de vue du verbe, c'est une excellente formule. Et ça souligne le fait que l'école ne peut pas seule répondre aux défis éducatifs. Il y a en France plein d'éducateurs, il y a des enseignants, ils sont très au cœur de notre projet éducatif pour des raisons historiques, pour des raisons qui ont trait à l'attachement que nous avons à l'éducation dans notre pays et au rapport au savoir. Maintenant, on le sait, n'importe qui est au contact de jeunes, en particulier d'adolescents, mais en fait c'est vrai à tous les âges de la vie, sait qu'il y a des enjeux en termes de bien-être, en termes de souffrance psychique, en termes de rapport à l'avenir, en termes de capacité à rentrer en relation, à se faire des amis, à avoir des activités périscolaires qui répondent aux besoins de l'épanouissement, et que donc l'école seule ne peut pas prétendre répondre à l'ensemble des besoins de l'enfant. Donc de ce point de vue-là, on a une école qui est forte, qui représente un socle institutionnel symbolique très fort dans notre pays. L'enjeu, il est probablement pour l'école de mieux se mettre en relation avec l'ensemble des initiatives, des énergies qui sont autour d'elle et qui cherchent à mieux coopérer avec elle. Il y a les autres ministères et donc c'est ce que vous dites, les centres sociaux, les associations locales, les préfectures, les services de renseignement territoriaux pour justement que le suivi des élèves en difficulté permette aussi de lutter contre la radicalité, notamment dans l'éducation. Tout à fait, on le voit depuis 30 ans. J'ai même envie de dire depuis 40 ans, puisque les émeutes de Vénissieux, souvenez-vous, c'était 83, 84. Donc la France est en prise avec une difficulté à transmettre des valeurs, une capacité à être acteur de la société depuis 40 ans. Certains économistes l'ont lié à un choix plus global de la France, qui a été celui de subventionner le chômage. On sort de cette période, il y a un rétrécissement démographique, il y a des difficultés des entreprises à recruter. Le défi éducatif est majeur pour l'ensemble de la société, y compris pour notre compétitivité économique ou pour notre cohésion politique. Donc de ce point de vue, l'enjeu est trop majeur pour qu'on continue à dire c'est le problème de l'école, les enseignants n'ont qu'à se débrouiller. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc la déclaration de Gabriel Attal et puis même la façon dont il a su camper une offre politique un peu capable de casser un peu les non-dits, répondre aux inquiétudes des Français, il y a quelque chose d'intéressant. Et on a hâte de le voir passer aux actes. Et les actes, il y en a besoin. Le récent rapport PISA, on s'est tous attachés à la chute au niveau des mathématiques. Oui. Cette chute, elle concerne tous les pays de l'OCDE. Là où la France se distingue, c'est que PISA, analysant la dizaine de pays qui s'en sortent, dit qu'est-ce qui caractérise ces pays ? 1, le soutien des parents, l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. 2, le soutien des enseignants individuels à leurs élèves. 3, le bon usage du numérique. Sur ces 3 critères, le rapport PISA le montre de façon un peu inquiétante, la France est très en retrait. Donc c'est là que sont les réponses. Ça fait partie de vos inquiétudes aujourd'hui, que vous exprimez d'ailleurs dans votre tribune sur le numérique ? Sur le numérique, on a un vrai sujet. Si on regarde cette chute massive qui concerne encore une fois tous les pays de l'OCDE, on se dit c'est lié au Covid. Et pourtant, en fait, l'OCDE fait des enquêtes intermédiaires. Et si on regarde les enquêtes intermédiaires, on se rend compte que la chute, elle avait déjà commencé avant la crise Covid. Donc, à quoi peut bien être reliée cette chute soudaine des résultats de nos enfants au tournant des années 2000 ? Le lien, il n'est pas avéré, il y a une corrélation, il faut aller plus loin. Mais en tout cas, il y a une vraie préoccupation. Et cette préoccupation, justement, elle traduit des préoccupations quotidiennes, concrètes des parents face à l'entrée en 6e, qu'est-ce que je fais ? Moi, un portable, je ne suis pas favorable, mais bon, si je ne lui donne pas de portable, il sera le seul. Vous voyez, c'est là que sont les sujets éducatifs. Ils sont aussi dans la classe, à l'école, mais l'école, la classe, les enseignants ne peuvent pas porter raisonnablement seuls le poids de ces interrogations un peu existentielles à l'échelle de la société. Des sujets que vont devoir porter une nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, à la tête de l'Éducation nationale, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai d'abord accueilli avec beaucoup de plaisir la nomination de Mme Oudéa-Castéra pour une raison simple, c'est que mieux lier nos objectifs éducatifs et la pratique du sport, c'est une excellente idée et c'est probablement une dimension sur laquelle la France est très en retrait, très en retard, notamment sur les pays anglo-saxons ou sur les pays germaniques. On le sait, notre tradition éducative, elle est fondée sur le cerveau, les savoirs. Dans la majorité des pays du monde, quelqu'un qui réfléchit bien, quelqu'un qui réussit aussi en mathématiques, ça peut être aussi un bon copain, un bon sportif, la capacité à mener des projets en coopération. Voilà. De ce point de vue-là, notre école est un peu faible. Et dans cette année olympique, mieux mobiliser le sport au service de la réussite de tous, c'est super.
c'est merveilleux, c'est un super objectif, extrêmement rassembleur pour l'ensemble des Français. Et ça permettrait, dans notre pays obsédé par les diplômes, les bac plus 5, bac plus 7 et bac plus 10, de remettre en avant des qualités qui ne sont pas forcément celles de ces enfants-là. L'épanouissement avant les connaissances, alors. Et même au-delà de l'épanouissement, au travers le sport, on apprend à coopérer, on apprend à dépasser ses difficultés, on apprend à se remettre en cause, on apprend l'effort, le collectif. Il y a plein de choses hyper intéressantes et que, en plus, plébiscitent les entreprises. Donc, il y a quelque chose d'absurde à continuer à opposer, comme on le fait trop souvent dans notre pays cartésien, obsédé par, je l'ai dit, la pensée davantage que l'action, de rééquilibrer cette approche en donnant plus de place au sport. Donc moi, je l'avais d'abord vécu comme une excellente nouvelle pour notre système éducatif. Voilà, depuis la pauvre Madame Oudéa-Castéra est prise dans le tourment des polémiques, je trouve, au-delà des positions des uns et des autres sur ces polémiques, que c'est un peu dommage de rater finalement que les affaires privées de Madame Oudéa-Castéra sont bien peu de choses face à cette immense opportunité que nous avons dans cette année olympique de donner plus de place au sport dans notre projet éducatif. Mais sa première déclaration, elle a été publique et c'est ça justement qui est au cœur des enjeux qui tournent autour d'elle aujourd'hui et qui font qu'elle rencontre des difficultés. Alors moi, je ne suis pas vers le haut et pas forcément très intéressé par cette écume des vagues. Voilà. En France, on a le goût en permanence de la polémique, et puis les polémiques se succèdent et on les oublie. Et je pense que c'est pas ça qui est très intéressant et c'est pas ça qui intéresse les Français. Au-delà des erreurs de communication d'une ministre ou de la façon dont le paysage médiatique s'en empare, comme à la curée, il me semble bien plus intéressant de se préoccuper des besoins de nos enfants, pas des besoins des ministres ou des grands médias en France. Et les besoins d'enfants, ils sont clairs. Ils ont besoin de faire plus de sport. On a un problème de mouvement, on a un problème d'obésité, on a un problème de bien manger, on a un problème de mieux s'approprier son corps, notamment au passage à l'adolescence. On sait, on l'a tous vécu, que ce rapport au corps, il est décisif dans le harcèlement. Hein, vous savez bien que dans 9 fois sur 10, un cas de harcèlement, c'est lié à un mal-être du harceleur comme un mal-être du harcelé. On en avait parlé la dernière fois. Effectivement. Donc moi, je trouve dommage qu'on avait là une belle opportunité, on a une année olympique, il y a tout un pays mobilisé pour réussir ce rendez-vous et qu'on se passionne pour la scolarité des enfants de Stanislas. Voilà, c'est un peu dommage. On va continuer à parler politique et éducation dans un instant, Guillaume, si vous le voulez bien. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
Et c'était le zap de Jean Martineau, bien sûr. Allez, on est de retour sur le plateau du futur, de l'école du futur, en compagnie de notre invité, Guillaume Prévost, délégué général de Vers le Haut. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Guillaume, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, voyage dans l'univers merveilleux d'un dessinateur et d'un illustrateur exceptionnel. Il est belge, il habite Paris et il s'appelle Brecht Evans. Absolument. Il vient de sortir sa nouvelle bande dessinée, ou devrait-on dire roman graphique. Son titre, Le Roi Méduse, signé aux éditions Actes Sud. Son pitch, le Harry Potter breton. Son style, un feu d'artifice chromatique à l'aquarelle Rohrer et Klingner, série 29 700. Si vous ne connaissez pas cet illustrateur, Brecht Evans, eh bien, c'est un des plus talentueux de sa génération, ce que n'a pas manqué de remarquer le Festival international de la BD d'Angoulême, qui lui a décerné en 2019 son prix spécial du jury pour un ouvrage précédent. Celui-ci s'appelait Les Rigoles, et rien que sa couverture, pour moi, suffisait à lui donner le prix, tant j'ai envie de rester éternellement immergée dans cette piscine à boules acidulées où la vie serait un peu ce feu d'artifice qui représenterait lui-même, ce carnaval qui représenterait lui-même une vision enchantée de l'apocalypse. C'est représentatif, tout ça, de son style, Jeanne ? Absolument, c'est ça, le style Brecht Evans. C'est un fourmillement de détails à la Jérôme Bosch, une obsession pour les motifs, à faire pâler les designers de tissus imprimés, un goût pour la déconstruction des perspectives, à rendre n'importe quel décor extérieur infiniment subjectif. Mais surtout, c'est un contre-pied presque insolent à sa technique, l'aquarelle, dont il fait et il s'empare pour en faire le médium de la nuit. La nuit, c'est celle de son imaginaire, où les échos ondulés de l'eau, où les reflets, où les lumières sont autant d'éléments de transparence dont l'auteur use avec malice. En bref, ces créations, elles sont un peu à la pulsion scopique, ce que les sucettes acidulées sont à la pulsion orale. C'est comme si une petite plume à chaque page venait vous chatouiller la rétine. Alors vous nous parliez, Jeanne, de la sortie de son dernier livre, c'est ça ? Absolument, Le Roi Méduse. C'est un Harry Potter à la... un Harry Potter breton, évidemment, selon les mots de l'auteur. C'est un roman d'apprentissage qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Arthur, et de son papa qui, suite à la mort de sa femme, va avoir comme seul but le développement de son fiston, qu'il va armer contre tous les dangers du monde en faisant un survivaliste de toute compétition. Comment ça se traduit visuellement ? Eh bien, on est dans un univers visuel de la paranoïa largement, c'est-à-dire dans les vapeurs colorées du délire du père qui nous font partir du vert de sa dépression vers le jaune solaire de l'imaginaire fourmillant de l'enfant qui passe sa vie à dessiner. Et cet intérêt de la paranoïa, il va trouver écho dans un jeu sur la représentation, sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et quand les deux regardent la nature, c'est pour tirer des leçons du camouflage, pour se faire passer pour un parc-mètre ou être inaperçu dans une marée de smiley. Tout dans ce monde paranoïaque fait sens, mais tout aussi est soumis à l'interprétation. Derrière la porte, l'enfant ne sait jamais s'il va trouver son papa tout sourire, ou si une figure de samouraï prêt à en découdre va figurer sous une guirlande de têtes découpées qui chantent, qui donnent un chant macabre. Effectivement. Alors où est-ce qu'il va chercher tout ça, l'auteur ? Il est lui-même complotiste, ou est-ce qu'il trouve son inspiration autre part ? Non, il n'est pas complotiste, Philippine, mais pour le comprendre et pour en être vraiment sûre, je suis allée voir un peu où est né cet univers. Je me suis rendue chez lui, dans les hauteurs du quartier Télégraphe. Il est allé fouiller dans ses archives et m'a sorti quelques-unes de ses recherches où on peut trouver autant des chartes de vitamines qui classifient les fruits et les légumes que des schémas chelous qui placent le Covid au cœur de divers problèmes comme la dépopulation, Monsanto ou le Forum économique mondial. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que lui, il va mêler ces schémas contemporains à la métaphysique, à l'alchimie, à la cosmologie de la Renaissance. Et justement, à ce sujet, il m'a donné un éclairage précieux. On l'écoute. Parce que c'est une époque où il y a beaucoup de écrits et dessins scientifiques qui sont très spéculatifs, où on a observé quelque chose, mais on n'a pas encore pu observer énormément et très selon un système scientifique. Donc il y a beaucoup de fantaisie qui se mélangent à l'observation. On en sait un peu et on invente le reste. On en sait un peu et on invente le reste. Ce lien qu'il fait, Brecht Evans, entre l'enfant, le complotiste et le penseur de la Renaissance consiste à dire que l'imagination commence où la connaissance s'arrête. L'imagination qui, dans ce livre, touche aussi à la peur et touche donc aussi au combat
Un livre donc qui, au-delà de ses airs de chevalier de la table ronde, touche et évidemment est éminemment contemporain et dont on attend avec impatience la sortie du tome 2 qui est prévu à la fin de l'année, normalement, si tout se passe comme prévu. Eh ben, on a hâte, je ne connaissais absolument pas et c'est magnifique. C'est trop beau. Merci beaucoup, Jeanne. Oui, c'est très très beau. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue nos échanges avec notre invité Guillaume Prévost, délégué général de Vers le Haut. Alors, remettre de l'ordre dans l'éducation, ça va être le thème de notre deuxième partie d'échange. Guillaume, vous parlez dans votre tribune de la nécessité de remettre de l'ordre dans le paysage éducatif. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble flou ou fouillis, Guillaume, aujourd'hui? Si vous me permettez un rapide détour par la chronique de Jeanne Dreyfus. Ah, ben j'en suis ravie. Ouais, on est tous, si comme moi, vous êtes restés pendus aux lèvres de Jeanne en vous expliquant les mille et un détails de ce dessinateur talentueux, vous n'avez pas tellement envie de retourner parler de f de x égale 1 sur x et de comment on décrit grammaticalement la structure d'une phrase au subjonctif, au passé composé, au XVIe siècle, au XVIIIe. Et ben, les jeunes, figurez-vous, c'est pareil. En fait, on leur apprendra mieux f de x égale 1 sur x et la structure grammaticale d'une phrase si on est capable de faire comme l'a fait Jeanne, un exposé vivant, passionné, ancré dans leur quotidien, soucieux d'esthétique, etc., etc. Et ben ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'éloquence. Voilà. Et ben il y a plein de gens qui apprennent l'éloquence aux enfants, singulièrement aux adolescents, qui ont compris, pour qui la prise de parole, c'est un motif d'anxiété. Ils ont bien compris que c'était très important pour être au monde, parce qu'ils regardent la télévision, les médias, etc. Ils voient que prendre la parole en public, c'est décisif, mais ils apprennent jamais ça à l'école. Jamais, à aucun moment. Je ne pense pas que c'est à l'école que Madame Dreyfus a appris... Enfin, voilà, ça peut se discuter. Ben, figurez-vous que, et je vais venir à votre question, il y a plein d'acteurs qui ont été créés pour ça, parce qu'il y a un besoin, il y a des gens qui y répondent. Vous avez Eloquentia, il y a des concours d'éloquence, ça se fait à Sciences Po, ça se fait à HEC, mais ça se fait pas au collège. C'est absurde. Pourquoi ? Parce que notre système éducatif est resté convaincu que ce qui était essentiel, c'était la maîtrise des savoirs académiques, la pensée, le cerveau, et pas le corps, pas le langage, pas la relation. Or, les sciences cognitives disent tout le contraire. Les sciences cognitives vous disent aujourd'hui, un enfant qui apprend à lire au CP, c'est un enfant à qui on a lu des histoires quand il était petit sur les genoux de son papa, sa maman, ses grands-parents, ce que vous voulez. Il y a une association que je trouve remarquable qui s'appelle Dulala, qui montre qu'un enfant de famille allophone, c'est-à-dire qui ne parle pas français, apprend mieux, et beaucoup mieux, à parler français au CP, à parler, à écrire français, si on lui racontait des histoires dans sa propre langue avant. C'est merveilleux, ça. Il y a quelque chose d'une immense bonne nouvelle en termes d'éducation, qui est de dire, en fait, il n'y a pas les gens intelligents et les gens pas intelligents. L'homme, la femme, l'espèce humaine est une union indissociable de l'esprit, du corps, des émotions, du faire, du penser, et tout ça, ça va ensemble. Donc l'époque où on sélectionnait les gamins qui rasaient les murs et qui parlaient à personne pour en faire nos patrons du CAC 40, bonne nouvelle, c'est fini. D'ailleurs, si on regarde les 40 dernières années, ça n'a pas franchement été une réussite pour la France. Donc, c'est une super nouvelle. On va prendre d'autres profils, on va prendre des enfants qui ont envie, des enfants qui parlent bien, des enfants qui ont une maturité, beaucoup plus de jeunes femmes, puisque c'est un vrai enjeu aussi, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ben, ça passe aussi par une évolution de nos modèles éducatifs. Et ben, il y a, dans le domaine éducatif, plein de gens qui proposent plein de choses. Et donc, il faut s'appuyer sur eux. Il y a du bon, il y a du moins bon, il faut évaluer. Tout n'est pas forcément... Il ne faut pas tomber dans... l'idolâtrie de l'innovation pédagogique à tout va. Il y a plein de choses très bonnes. Il y a plein d'associations d'acteurs éducatifs, de collectivités qui arrivent à maturité. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais avec une asso que je trouve remarquable à Nantes qui s'appelle Slam Poetry. Ils interviennent, ils font des ateliers d'éloquence dans les collèges. Et bien, figurez-vous qu'à 95%, c'est du privé. Pourtant, le patron de ce truc-là, le créateur de cet asso, il a fait tout dans le public, il n'a rien de particulièrement lié au privé. Mais en fait, il n'y a que le privé qui a cette capacité à monter des projets. Dans le public, c'est trop compliqué. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est compliqué, justement ? Parce que c'est hiérarchiquement impossible ? Parce que c'est trop difficile à mettre en place ? Parce qu'il n'y a pas de moyens ? Alors, mais c'est là qu'on en vient au cadre. Parce que le cadre de partenariat n'existe pas. L'éducation nationale, j'y ai passé quelques années, c'est une pyramide.
tout en haut, il y a le ministre avec 70 milliards d'euros. Et 70 milliards d'euros, il faut les répartir avec des petits tuyaux, des sous-petits tuyaux, des sous-petits tuyaux, jusqu'à la classe pour qu'à la fin, il y ait un enseignant dans chaque élève. Mais c'est un peu court comme objectif éducatif, ça, qu'il y ait un enseignant devant chaque élève. Oui, en maternelle, de plus en plus, on fait du multiniveau. De plus en plus, on fait de la coéducation. On a des AESH, des accélérés de pédagogie, etc. Notre projet éducatif ne peut se réduire à une immense administration chargée avec 70 milliards d'euros de mettre un enseignant devant 25 élèves et ça y est, on a réussi. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça du tout. On passe complètement à côté du sujet. Et Jeanne Dreyfus l'a remarquablement démontré. Donc moi, j'ai envie de m'appuyer sur le réel. Voilà. Alors, Merci. oui, ça vous touche? Écoutez, oui, c'est charmant tous ces compliments. Mais justement, je me demandais, est-ce que le fait d'ajouter le théâtre, notamment, va dans le sens de ce que vous dites Emmanuel Macron en a parlé effectivement dans sa conférence de presse. Mais en fait, c'est toujours pareil. Vous voyez, j'ai dit le verbe. Voilà. On a des gens qui sont des pros du verbe. On l'aura compris. Les formules sont remarquablement choisies. Réarmement, guerre contre le virus. C'est des mots. C'est des mots qui vont à la rencontre du public. Il y a une anxiété, il y a des inquiétudes, etc. Ne reprochons pas aux communicants de faire leur boulot qui est de communiquer. Maintenant, derrière les communicants, il faut qu'il y ait des gens qui fassent. Il faut mettre en place les structures, il faut faire les choix budgétaires, il faut faire évoluer les moyens, les statuts des enseignants pour qu'ils puissent réellement se porter à la rencontre des élèves. Oui, hier, je disais à l'instant, là, pendant la pause, que j'étais avec une association qui s'appelle Public Montessori, qui forme les enseignants à mettre en œuvre des pédagogies alternatives, etc. Super, bravo. Et la grande majorité des enseignants impliqués dans cette association le font sur leur temps personnel, avec leurs moyens personnels. Ils vont même se payer des formations avec leur salaire, alors que par ailleurs, on sous-exécute, c'est-à-dire on vote des budgets pour la formation des enseignants qu'on n'arrive pas à dépenser. Vous voyez, le sujet, c'est pas que peut l'école, comment réformer l'école, les programmes, les heures de cours, le point d'indice des fonctionnaires. C'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, ça n'intéresse pas les Français. Bon, soyons clairs. Le sujet, c'est comment on répond aux besoins d'épanouissement, de relations, de confiance en eux, de confiance dans les autres, de confiance dans l'avenir, de tout un pays qui veut s'appuyer sur son école, sur son projet éducatif pour continuer à se projeter dans le siècle. C'est ça le vrai sujet. Et donc pour ça, il faut mettre autour de l'école, qui doit rester au centre de notre pays. C'est ce qui est remarquable dans ce pays. Voilà un pays qui n'est pas fondé sur le sang, sur la nationalité, etc. Notre pays est un pays fondé sur l'esprit. C'est une communauté de volonté, comme le dit très bien Ernest Renan, unis dans une vision commune de l'avenir. Et c'est normal. Donc, au cœur de cette vision commune de l'avenir, il y a l'école. Mais donc, remettons tout le monde autour de la table. C'est ça le sujet. Au cœur de cette vision de l'école aussi, vous abordez également dans votre tribune la nécessité de cohérence et de transparence. Et c'est important sur les initiatives privées qui envahissent le marché public. Guillaume, vous affirmez depuis 2010 que ce sont au moins depuis 2010 60 milliards d'euros qui ont été consacrés à ce qu'on appelle les TNE, les territoires numériques éducatifs, aux internats d'excellence, etc., sans que ces dispositifs n'aient véritablement trouvé de modèle pérenne ni fait non plus la démonstration de leur pertinence. Qu'est-ce qui explique, selon vous, alors qu'on investisse toujours dans ces initiatives alors que dans les faits, elles ne sont pas aussi efficaces qu'espérées? Parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il y a un énorme besoin. En fait, le sujet, c'est que, vous savez, les politiques, les gouvernements, les administrations, les institutions ne valent que dans la mesure où elles répondent au réel. C'est le réel qui domine. Donc, oui, mais si ce n'est pas efficace. Alors, quand l'institution ne répond pas aux besoins, il y a des contre-courants qui se créent. Vous voyez, quand à l'époque, il y avait la maîtrise et que la maîtrise, ça ne correspondait plus aux besoins, petit à petit, on a créé les DEA, les magistères, les machins, etc. Donc, en fait, au bout d'un moment, on se débrouille, on bricole, et à force de bricoler, il y a une sédimentation de bricolage, et au bout d'un moment, ça devient illisible, et notamment illisible pour ceux qui n'ont pas l'information. Et c'est ça le sujet du système éducatif en France aujourd'hui. En fait, il y a plein de choses qui marchent bien, mais l'accès à l'information est extrêmement lié à votre capital culturel. Donc en gros, les familles bien pourvues de ce point de vue-là s'en sortent parce qu'elles savent les chemins de traverse, et les familles qui ne connaissent pas les chemins de traverse ne peuvent pas s'en sortir. Donc on vous dit, si tu as le bac, tu iras à l'université. Pas du tout. Il faut passer par là, etc. Vous voyez, je pense par exemple le soutien scolaire. Academia, Courtales, etc. On peut avoir une approche qui dit « c'est scandaleux, ça rompt l'égalité, aujourd'hui pour avoir médecine, il faut commencer à préparer médecine en fait en première ». Oui, c'est vrai, c'est un peu scandaleux. Donc on va interdire Academia. Mais moi je ne dis pas ça. Moi je dis, si Academia apporte une réponse, c'est que cette réponse est pertinente. Donc faisons en sorte que tout le monde ait accès à ces outils. Et c'est là que la puissance publique a son intérêt. Il ne faut pas opposer l'action publique et l'action privée. Le rôle du public, c'est de donner un niveau d'information, de concurrence libre, de cadre d'action publique, de régulation des marchés,
pour que le bien commun émerge au profit de tous. C'est ça le sujet, et c'est ça qui manque aujourd'hui. Donc on voit une action publique qui se concentre sur l'école, alors qu'en fait, la vérité du secteur éducatif aujourd'hui en France, c'est la création des bachelors, c'est la création des places de crèche par des associations privées, c'est le soutien scolaire par des associations privées. Donc à force de dire égalité, 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 en fait, on livre les Français à une jungle de la lutte de tous contre tous. Il faut sortir de ça, remettre l'État au centre, remettre de l'ordre, redonner de la visibilité aux acteurs, s'assurer que ce qui est fait correspond aux besoins et de ces initiatives, faire émerger le bien commun dont nous avons tant besoin. Merci infiniment. Ce sera le mot de la fin, Guillaume Prévost. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué général de Vers le Haut et votre vision de l'éducation est à retrouver notamment sur votre site web et à travers des nombreuses tribunes que vous publiez aussi dans les médias ces derniers mois. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique absolument passionnante. Nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Je vous remercie encore de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci et à demain.